Salut à tous et bienvenue dans Malte à propos, épisode 52. Deuxième petite vidéo dédiée à l'œuvre de Marc Régnier, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques semaines chez Fabrice Badré au caveau d'Oswald. Aujourd'hui, dans cette deuxième vidéo dédiée à l'œuvre de Marc Régnier, je vais parler exclusivement d'Octomore. Octomore, de nombreux amateurs de whisky connaissent déjà sans doute, c'est le whisky connu pour être le plus tourbé du monde. Alors c'est un whisky qui est fabriqué déjà par la distillerie Bruichladdich, que Marc Régnier avait reprise en main de manière vraiment très significative il y a quelques années. Il ne fait plus partie de cette distillerie, il ne travaille plus pour Bruichladdich puisque maintenant il a fondé Waterford. On en reparlera dans la troisième vidéo de ce petit cycle. Donc déjà, Octomore, qu'est-ce que c'est? Le whisky le plus tourbé du monde, mais encore. C'est souvent des whiskies qui tournent autour de 100 ppm. À titre de comparaison, les whiskies les plus tourbés d'Islay, ils tournent autour de 50 ppm. 40-50 ppm, c'est à peu près le taux moyen pour un whisky très tourbé. C'est des whiskies qui sont jeunes. Les versions d'Octomore les plus âgées que je connaisse, elles atteignaient tout juste 10 ans et il y a dû en avoir une ou deux, pas plus. Mais souvent c'est plutôt autour de 5 ans et ce sera notamment le cas des 3 que je vais déguster aujourd'hui. Les Octomore ils sont millésimés, donc on en est à l'édition 14 et il y a à chaque fois 3 versions par millésime, 3 versions par édition, 3 versions par an. C'est le même distillat. Par contre, c'est les vieillissements qui changent. Différence par rapport à l'œuvre de Marc Régnier telle qu'il a pu la concevoir à Waterford, où tous les vieillissements sont réalisés de la même manière. Là, on change de fût. Les versions .1, elles sont normalement toutes vieillies exclusivement en ex-fût de Bourbon. Les versions .2 et .3, elles sont un peu plus originales, entre guillemets, au niveau de l'utilisation des fûts. Les .2, elles mettent en avant, en général, les fûts de vin. C'est le cas, par exemple, dans les .2 que je vais déguster ici. Ça peut être du vin français, ça peut être du vin fortifié espagnol, ça peut être des vins italiens. Les versions .3, autre spécificité, elles mettent en avant des fûts qui ont déjà contenu du whisky. Troisième caractéristique très importante, c'est le côté marketing et price tag, niveau de prix de ces bouteilles. Regardez-moi la beauté de cette bouteille, elle pèse son poids, elle est très très lourde, en verre un petit peu fumé, mat comme ça, c'est magnifique. C'est magnifique et ça vient avec un prix entre 150 pour les plus bas prix à un peu plus de 200 € pour les plus hauts. En général, c'est les éditions .3. Les .1 sont les moins chers, les .3 sont les plus chers, même si c'est un peu moins le cas ces derniers temps. Dernière chose peut-être, et là on recolle plutôt avec la vision du whisky de Marc Régnier, les Octomore sont produits à partir d'orge 100% écossaise et en général c'est pas de l'orge industrielle comme on a l'habitude de voir dans les grands groupes de whisky. Donc là on colle à peu près à la vision de Marc Régnier. Petite anecdote sur Octomore que Marc Régnier nous a donné durant sa masterclass, que j'ai trouvé très surprenante, peut-être une des choses les plus surprenantes qu'il nous ait dit lors de cette masterclass. Octomore, c'est une idée, une provocation, un petit peu en fait. Octomore, Marc Régnier, il voulait tout simplement voir s'il y aurait une demande, si les consommateurs achèteraient un whisky hyper tourbé. Ça part d'une blague en fait, Octomore. C'est une blague, c'est une provocation. C'était pas un projet mûrement réfléchi, voilà, marketé, truc, non. Cette idée, elle est née sur un coin de table. Est-ce que les consommateurs allaient acheter un whisky avec un tel degré de tourbe, avec un tel niveau de tourbe, avec un tel prix aussi? Et il nous a révélé une deuxième chose, Marc Régnier, il déteste les Octomore. Pour lui, c'est pas bon du tout comme whisky, voilà, il déteste ça. Voilà, donc très surprenant comme toujours. Pour moi, Octomore, c'est vraiment ce qui représente peut-être le plus le côté génie un peu fou de Marc Régnier. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir 3 éditions, les 3 dernières éditions en fait d'Octomore en face de moi. Je les ai eues auprès d'un ami qui lui est fan d'Octomore et donc j'ai la chance d'avoir l'édition 12.3, l'édition 13.2 et l'édition 14.2 aujourd'hui. Je vais commencer par la 14.2, millésime 2017. Brut de fût, 57,7 degrés d'alcool. Les Octomore le sont tous, un brut de fût, donc des degrés d'alcool très élevés. Et un niveau de tourbe de 128,9 ppm. Il a à peu près 5 ans, les 3 ont à peu près 5 ans. Et il a subi 2 phases de vieillissement. Donc la première phase où le distillat est séparé en 3 parties. 40% qui a vieilli dans des ex-fûts de Sherry Oloroso, donc sec,
de premier remplissage. Deuxième partie, 16% du distillat a vieilli dans d'ex-fûts d'amarronné de premier remplissage, donc un vin fortifié italien cette fois, donc 16% amarronné de premier remplissage, et 44%, donc le reste, a vieilli dans d'ex-fûts d'amarronné, encore une fois, mais de second remplissage. Ces trois parties du distillat sont rassemblées pour finir le vieillissement dans des fûts de chêne français. Voilà, donc ça c'est pour le 14.2, donc il fait déjà la part belle aux ex-fûts de chêne européens ayant contenu des vins européens. Le 13.2 maintenant, le 13.2, on est à 58,3 degrés d'alcool, il est encore plus tourbé sur le papier, 137,3 ppm. On rappelle que cette mesure des ppm, elle est faite avant la distillation. C'est le niveau de tourbe dans l'orge maltée, voilà, dans la céréale et pas dans le liquide. Il baisse après ce niveau, il baisse drastiquement après. C'est le millésime 2016, oui c'est l'année d'avant, hein, donc c'est normal. 5 ans, et là c'est exclusivement des ex-fûts de sherry Oloroso de premier remplissage. Donc là, un seul type de fût, c'est un Octomore Sherry Bomb. On va voir ce que ça donne, donc ça c'est pour cette 13.2. Et 12.3, 62,1 degrés d'alcool, et un peu moins de ppm cette fois, un tout petit peu moins, un tout petit peu. 118,1 ppm, millésime 2015, donc encore une fois logique, c'est juste l'année d'avant. Pareil que pour l'édition 14, on a séparé le distillat d'abord, 75% dans d'ex-fûts de whisky américain de premier remplissage. On précise bien whisky américain, donc c'est pas du bourbon, et un quart du distillat, le quart restant, dans ce d'ex-fût de sherry, mais cette fois Pedro Jiménez. Ça, vous suivez à peu près? Et ça fait beaucoup d'éléments, mais moi je suis surtout très curieux de faire cette verticale, parce que déjà on est sur les 3 dernières éditions. Selon moi, avec des caractéristiques aussi extrêmes en termes de degré d'alcool, en termes de tourbe, si on change la manière de fabriquer le whisky, ça va se sentir forcément pour moi dans le verre. J'ai toujours bu un Octomore seul en comparaison d'autres whiskies, et là c'est très singulier un Octomore, hein. Si vous en avez jamais goûté, testez-en un, goûtez-en un. Moi, toutes les personnes à qui j'ai fait découvrir Octomore qui n'en avaient jamais bu, ils ont fait oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et c'est ça que je trouve très fort avec les Octomore, c'est qu'on est sur des excellents whisky, mais dans lesquels on ne sent pas le côté extrême. Alors là, on est sur le 14.2. Donc j'ai pas bu de whisky encore aujourd'hui, hein. Donc là, premier nez, énormément d'alcool comme ça. Et derrière cet alcool, étonnamment, comme toujours avec Octomore, j'ai l'impression, quelque chose d'assez doux, où on ne ressent pas du tout, elle est là, quasiment 130 ppm de tourbe, la céréale qui arrive au nez, le côté sherry, le côté 2, totalement différent. Quand je l'ai versé dans le verre tout à l'heure, j'ai senti énormément de tourbe, je me suis dit ah, il y a quelque chose qui change avec ce 13.2. On a une tourbe peut-être un peu plus expressive, une fumée un peu plus expressive que dans le 14.2. Et on a un sherry qui est plus dominant. C'est clairement le sherry qui domine le profil aromatique, après c'est normal, hein. Du sherry là-dedans, c'est une sherry bombe. Mais c'est un sherry qui est bien équilibré, encore une fois, c'est assez incroyable ces Octomore, parce que malgré le niveau de tourbe, malgré le niveau d'alcool, on sent énormément de choses derrière. On a ce côté céréal un peu herbacé qui m'a toujours, surtout là, il me fait penser au Springbank 15 ans, un peu un Springbank 15 ans sous stéroïdes. C'est sûr, on n'a pas la maturité du Springbank 15 ans. Par contre, on a le côté sherry, on a le côté tourbe un peu herbacé, et on a un côté céréal aussi qui revient toujours. Le 12.3 est encore ultra différent. C'est peut-être celui le plus différenciant, le plus original, le 12.3. Une tourbe quasi inexistante après avoir senti le 13, et un profil aromatique vraiment différent, qui se rapproche un tout petit peu du 14, un côté un peu tubéreux, un peu terreux, mélangé à de la douceur. Je sens peut-être même un petit peu de noix, également un côté noix, un côté cacahuète presque. Ouais, c'est vraiment le profil qui m'intrigue le plus comme ça. Beaucoup plus classique le 13, parce que très chéri, et un peu plus jeune, plus agressif au niveau du 14. Je vais les prendre maintenant en bouche parce que ça va certainement atténuer l'alcool sur les deuxièmes nez. Là, je me suis un peu flingué les narines. Sanjay. Alors, c'est sûr, ça chauffe, hein. Vous le sentez passer, hein, l'Octomore quand vous avalez. Mais c'est pour un whisky aussi jeune qu'on pourrait penser déséquilibré. C'est incroyable, c'est complexe. Il y a un équilibre dans les saveurs. Et surtout pour un amateur de whisky, c'est original quoi. Je connais aucun whisky, même les Waterford qui sortent actuellement,
qui ont ce type de profil aromatique, même les Waterford tourbés qui sont sur une tourbe irlandaise, beaucoup plus douce, plus aromatique. Là on est sur une tourbe terreuse et fumée, voilà, avec un profil où tout se mêle. On a la tourbe, on a un côté céréales, on a un côté miel, on a un côté fruits jaunes. Moi je suis à chaque fois assez épaté. C'est quand même assez hard, parce que là j'ai rien mangé, j'ai rien bu avant. Le 13.2. Ultra chéri, mais beaucoup plus classique dans le profil. C'est le nez peut-être que j'aime le moins des trois. Le moins original des trois, ça c'est sûr. C'est un G2. J'ai un sentiment de moindre complexité, mais surtout une tourbe beaucoup plus présente et beaucoup moins plaisante pour moi, axée sur la fumée, sur le côté acre, sur le côté goudron. C'est le type de tourbe que j'aime le moins personnellement. Et derrière ça, on a beaucoup de sherry, donc le profil aromatique classique d'un whisky vieilli en fût de sherry, donc avec une amertume, des fruits noirs, moins complexes j'ai l'impression, et moins long en bouche aussi. Non, c'est long en bouche parce qu'on a la fumée, mais c'est tout ce qui reste. Petite déception. J'aurais clairement pas dû terminer par le 12.3 parce que c'est peut-être le plus ciselé, le plus complexe des trois, mais là je pense qu'il y a énormément de choses qui sont masquées et ça confirme une de mes craintes que j'avais avant la vidéo, c'est est-ce qu'on peut vraiment faire une verticale octomore ? Est-ce que c'est pas un peu gâché ? Bah, si, je vous le confirme, c'est un peu gâché parce que le palais sature. Je vais faire un truc que je fais rarement, je vais ajouter un tout petit peu d'eau. Un épisode expérimental un petit peu, on va voir ce que ça donne. Alors, on repasse sur le 14.2. Les mêmes profils, je sens pas énormément de différence. Je pense que j'ai toujours le nez un petit peu saturé. Un petit peu aussi sur le côté terreux, mais sur la douceur, sur les fruits jaunes. Alors l'eau a renforcé l'amertume, le côté noix. Je sens quasiment aucune tourbe. C'est un whisky qui, même avec pas mal d'eau, remplit bien le palais. Contrairement à Marc Régnier, moi je suis toujours un petit peu sceptique sur l'ajout d'eau dans son whisky. Pour moi, c'est pas un whisky qui gagne en complexité avec l'eau. Ce 13.2, il a ce côté, il me rappelle un peu la vieille bouteille de Milton d'œuf 12 ans que j'avais. Il y a un côté un peu résineux, un peu réglisse aussi. Toujours beaucoup de sherry et de la sucrosité. J'ai l'impression que l'eau a amélioré les choses. Et donc il y a toutes ces effluves de sherry, mais de très bon sherry, de fumée et ce côté herbacé. Contrairement au 14.2, dans ce 13.2, l'eau permet, j'ai l'impression, d'exalter un petit peu, d'exhaler. Choisissez celui qui vous plaît le plus. Certaines saveurs, le dominant est passé du côté tourbe sherry au côté plutôt fumé herbacé. Mais il me plaît plus comme ça. On est sur le profil le plus frais des trois, parce qu'on a le côté céréalier, on a cette fraîcheur et cette jeunesse métallique qui est restée. On a moins le côté fruits jaunes, plus le côté céréales. Donc c'est toujours le nez qui me plaît le plus. Moi je reste sur mon avis, c'est le plus complexe des trois. C'est le whisky dans lequel il se passe le plus de choses, qu'on arrive à découper un petit peu. On a une très légère fumée qui vient bien sublimer le reste du profil aromatique. On a un côté à la fois céréal, doux, mielé, des épices, et toujours ce côté herbacé aussi qui reste. Pour moi c'est le plus complexe. Certainement le plus long en bouche aussi. Là je retrouve le 12.3 que je connais, voilà, qui est moins perturbé par la dégustation précédente du 13.2. Je confirme donc là le côté céréales, le côté pain, P-A-I-N, est dominant. On a un léger côté fruité, quasiment plus de tourbe maintenant, et beaucoup moins de complexité et de longueur en bouche que dans le 12.3. Ce 14.2 il est bon, mais ça vaut pas pour moi d'autres éditions d'Octomore et notamment ce 12.3. Je suis un peu déçu également sur ce 14.2. Le 13 c'est peut-être celui qui évolue le plus au fil du temps dans le verre. L'alcool s'intègre de mieux en mieux, la tourbe disparaît de plus en plus. Et du coup, là où je trouvais qu'il y avait un trop plein de tourbe, là c'est plus du tout le cas. Il nous reste ce côté sherry qui est assez magnifique. Et on a ce côté céréal qui essaye de poindre. C'est un nez qui s'est bien amélioré au fil des minutes. Le palais s'est amélioré parce que là on retrouve la tourbe, plaisant mais quand même moins complexe que le 12.3 et sur un profil aromatique finalement qui laisse peu de choses s'exprimer à part le sherry. Voilà, le sherry est très présent, le côté tourbe s'évanouit peut-être au nez mais reste très présent en bouche. Donc premier incontestablement le 12.3 au nez comme en bouche, avec ce côté frais, ce côté incisif sans être dérangeant. On est bousculé par ce whisky, c'est complexe, il se passe plein de choses, c'est long en bouche, c'est original,
Deuxième finalement le 13.2 alors que je le voyais dernier en début de dégustation et dernier le 14.2 parce qu'en fait c'est pas vraiment amélioré. Et c'est vrai que je cherche un peu son équilibre et sa complexité. Il est pas forcément moins complexe que le 13.2, le 14. Il s'évanouit assez vite en bouche et il a un profil pour moi qui est bidimensionnel et pas forcément hyper équilibré. La tourbe elle est là mais elle sublime pas vraiment le profil aromatique. Donc voilà, on a un peu une bataille entre le côté céréal, le côté fruité. Autre chose à retenir, c'est pas forcément une bonne idée que de faire une verticale octomore parce que je pense que ça tue la comparaison, en fait tue la complexité, la singularité de chacun. Voilà, donc c'est bien de comparer les whiskies, mais c'est pas bien de comparer les octomores. Eh ben sur ce sera un peu les mots de la conclusion, ce sera un petit peu mon dernier mot Jean-Pierre. Voilà. Donc j'espère que vous avez encore apprécié cette vidéo, cette deuxième vidéo du cycle Marc Régnier. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà vous-même dégusté des octomores, 1, 2, 10. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si pour vous octomore c'est également une blague ou si c'est un des meilleurs whisky que vous avez vu. Est-ce que le prix des octomores est trop élevé? Certainement, c'est même une certitude, c'est sûr, oui. Par contre, c'est un whisky qu'il faut avoir bu au moins une fois dans sa vie parce que ça ne ressemble à rien d'autre. N'oubliez pas de vous abonner aussi, j'en parle de moins en moins, mais j'espère atteindre les 500 abonnés d'ici la fin de l'année. Objectif, abonnez-vous, restez connectés à Malte à propos, et bien sûr, je reviens très vite pour un nouvel épisode, le dernier de ce petit cycle qui sera à nouveau consacré à Waterfall. Allez, en attendant, le plus important bien sûr, portez-vous bien. Ciao.